Nous idéalisons terriblement la nature. Nous la voyons comme un lieu sacré et harmonieux, un lieu dans lequel règne un fin équilibre que l'homme détruit. Mais n'est-ce pas un peu facile de juger de la beauté de la nature alors que nous nous en extrayons un peu plus chaque jour? Du haut de notre appartement chauffé et de notre frigo rempli, nous nous permettons de dire qu'il est tout à fait normal que des millions d'animaux meurent de froid et de faim. Posés sur notre canapé, un chocolat chaud à la main, nous regardons un film sur la soi-disant beauté de la jungle et la magnifique histoire de la vie. Entourés de 4 murs stériles dans une pièce sans aucune biodiversité, nous trouvons la prédation gracieuse, voire même un peu magique. Peut-être serait-il temps de prendre du recul. Si la nature est vraiment si belle et harmonieuse, alors pourquoi depuis que l'humain existe, il ne cherche qu'à s'en extraire? Voilà un petit texte de Michel Houellebecq dans les particules élémentaires qui me semble un peu mieux refléter ce qu'est réellement la nature. Les gazelles et les daims, mammifères graciles, passaient leur journée dans la terreur. Les lions et les panthères vivaient dans un abrutissement apathique traversé de brèves explosions de cruauté. Ils tuaient, déchiquetaient, dévoraient les animaux les plus faibles, vieillis ou malades. Puis ils replongeaient dans un sommeil stupide, uniquement animé par les attaques des parasites qui les dévoraient de l'intérieur. Prise dans son ensemble, la nature sauvage n'était rien d'autre qu'une répugnante saloperie. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Noé et bienvenue sur le podcast. Salut. Eh bien, peut-être avant de commencer, n'hésite pas à te présenter, à nous dire qui tu es, ton parcours, ce que tu fais aussi peut-être professionnellement en tant qu'étudiant. Ok. Alors, je vais essayer de faire concis. Je suis Noé Bugot, je suis un étudiant en biologie, première année. Je suis un tout nouveau à Rennes. Ça fait à peu près 4-5 ans que je m'intéresse à la cause animale et aussi à la philosophie morale, qui est un champ de la philosophie qui traite de questions comme qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que les valeurs, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, tout ça. Que dire, j'ai une chaîne YouTube d'une centaine d'abonnés à peu près où je traite de sujets liés à la cause animale, aussi quelques petites réflexions philosophiques dans des formats très variés. Ça peut être des petites capsules audio, ça peut être des petits films, ça peut être des vidéos-réponses à des youtubeurs médiocres par exemple. Donc si vous êtes intéressé par ces sujets-là ou si vous n'êtes pas intéressé, d'ailleurs je vous invite à vous y abonner. Ça s'appelle Noé Bugot, nom pas très original. Et alors comment est-ce que j'en suis arrivé là? En fait, quand j'étais en classe de 4e à peu près, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'erreurs d'argumentation, de logique chez pas mal de gens, et j'ai commencé à écrire un espèce de livre. Alors finalement, ça a jamais abouti, mais c'est là que parce que le style était vraiment pas très fluide et ça partait un peu dans tous les sens, mais ça s'appelait la logique argumentative. En gros, je commençais à parler de toutes les erreurs de logique, comme c'est pas parce que A implique B que B implique A, des trucs aussi simples que ça. Et finalement, en fait, ça m'a étendu un peu sur quelque chose de plus moral, de plus éthique, du genre qu'est-ce qu'il faut faire dans le monde. Et j'ai institué un système, une règle qui était le but de nos actions, c'est de faire le plus de bonheur et de faire qu'il soit le plus équitablement réparti. Alors je me suis rendu compte quelques années après que ça avait un nom, c'était l'utilitarisme, mais pour l'instant en fait j'étais juste parti de cette base et j'ai essayé de voir quelles étaient les applications concrètes. Alors quand je parlais de bonheur, c'était plutôt dans un sens de bien-être, des expériences positives, moins les expériences négatives. Et je me suis tout de suite rendu compte qu'en fait, il n'y a pas que les humains qui peuvent être heureux dans ce sens-là. Beaucoup d'autres animaux, les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les lézards, aussi les poissons sont capables de ressentir la douleur, c'est-à-dire en fait tous les vertébrés. Il y a de plus en plus d'études d'ailleurs qui le montrent. À l'époque, je savais pas que les insectes pouvaient aussi, mais des études croissantes tendent à montrer que eux aussi peuvent ressentir la douleur. Mais en tout cas, ça changeait pas quelque chose qui est que si on veut vraiment promouvoir le bien-être dans le monde, on peut pas se limiter simplement aux humains. Et c'est vraiment l'élément de base. Et en plus, je me suis rendu compte que si on veut vraiment promouvoir le bien-être dans le monde, on peut pas non plus se limiter aux seuls animaux domestiques. Parce qu'il y a un élément fondamental à prendre en compte qui est que la plupart des habitants de cette planète, quand on est au monde, en fait, on est un animal sauvage. Pour peut-être plus de 99% des cas, par exemple, pour donner quelques statistiques, il y a
il y aurait à peu près une trentaine de milliards d'animaux d'élevage dans le monde. Donc, si on compte que les animaux terrestres, donc les poulets, les lapins, les cochons, les bœufs. Et en termes d'animaux sauvages, en termes de poissons, d'élevage, on a une centaine de milliards. Mais si on compte les animaux sauvages, rien que chez les vertébrés, on compte des centaines de milliards d'oiseaux, des centaines de milliards de mammifères, probablement des milliers ou des dizaines ou des millions de milliards de poissons. Donc c'est vraiment énorme. Et tout de suite, ça m'a ramené à une réflexion. C'est si on veut vraiment promouvoir le bien-être dans le monde, faut aussi se préoccuper de celui des animaux sauvages. Et en fait, j'en suis venu à la question de la souffrance de la nature de façon très logique. Et si j'avais deux messages vraiment principaux à porter sur cette interview, vraiment, si je devais dire l'essentiel, c'est que d'une part, les animaux sauvages sont aussi des individus à part entière et pas seulement des représentants d'espèces. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que j'aimerais vraiment porter, c'est que dans la nature, la vie n'est pas toujours idyllique. Il y a beaucoup de souffrances et qu'il faut le prendre en compte. Donc bien sûr, je vais développer un peu plus, mais vraiment, si on devait aller à l'essentiel, ce serait ça. Alors justement, tu dis que la nature n'est pas idyllique, qu'elle peut parfois abriter beaucoup de souffrances. Ça, c'est quelque chose qui va quand même à l'encontre de beaucoup de messages, de discours qu'on peut entendre à l'heure actuelle. On entend souvent justement que la nature serait harmonieuse et que c'est un petit peu finalement le monde humain qui ne le serait pas. Et puis que, à quelque part, il faudrait justement chercher à la préserver. Donc la préserver à quelque part dans son état actuel. Donc ça pose tout un tas de problèmes. On réfléchira comment les résoudre après. Mais déjà, qu'est-ce que tu penses justement de ce discours un petit peu ambiant qui voit la nature comme finalement quelque chose de bien qu'il faudrait justement préserver, qu'il faudrait chérir? En fait, je dirais qu'il y a quelque chose de superficiel ou plutôt de global. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde la nature peut-être dans son ensemble, il y a un certain ordre, une certaine stabilité, mais si on se situe à l'échelle de l'individu, c'est pas forcément le cas. Je sais pas quel biologiste avait dit que la stabilité des écosystèmes se paye au prix d'un vaste cimetière, et c'est un peu ça ce qui se passe, c'est que même si la nature, elle est peut-être très belle, elle est très diversifiée, ça veut pas forcément dire que les vies des animaux seront aussi très belles. Alors ensuite, si je veux pas non plus dresser un bilan tout à fait trop sombre de la nature. Faut quand même voir les penchants positifs et négatifs. En fait, il faut savoir que les animaux sauvages, ils sont soumis à pas mal de problèmes qui peuvent être par exemple la famine, le manque de ressources, la déshydratation. Ils peuvent subir tout un tas de maladies. Il y a plein de maladies qui existent à l'état sauvage. Qui n'existe pas du tout que dans les sociétés humaines. Ça peut être la maladie du tournis qui va faire que les poissons vont avoir la colonne vertébrale un peu déformée, qui va grandement les perturber. Ça peut être des parasites aussi qui vont parfois les dévorer de l'intérieur. En tout cas, plein de trucs pas très sympas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a tout ce qui est les rapports sociaux compétitifs. Ce qu'on trouve dans les sociétés humaines, on va aussi, comme problème, on va aussi les trouver dans les sociétés animales. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a aussi toutes les interactions entre les individus, comme la prédation. Quand on se fait courser après, c'est pas forcément très agréable sur le moment. Et en fait, il y a deux aspects pour la prédation. Il y a non seulement quand on se fait manger et quand on se fait courser, mais il y a aussi toutes les stratégies pour essayer de les éviter. Et en fait, je crois qu'il y a une étude, je vais peut-être la fournir en lien, qui a montré que la prédation peut favoriser le stress chronique chez certains lièvres arctiques. Donc vraiment, ça montre que ce genre de problème psychologique peut aussi exister dans la nature. Après, faut pas non plus penser que tout est mauvais. Il y a évidemment plein d'aspects positifs, comme des animaux qui sont paisibles une grande partie du temps, qui peuvent développer des relations sociales positives. Ah, un point que j'ai pas oublié, qui est très important, c'est que si je demandais aux auditeurs d'imaginer un animal sauvage, ils imagineraient sûrement un adulte. Alors déjà, la plupart du temps, on va penser à un lion, une gazelle. Vraiment, on se dit, c'est l'archétype de la nature, mais en fait, la plupart des animaux, c'est pas du tout des mammifères. Ce sont par exemple des poissons, ça peut être des lézards, tout ce qui se passe sous l'eau déjà. En fait, de façon générale, la majorité des animaux vivent à l'état aquatique.
si on compte les vertébrés, si on compte aussi les invertébrés comme tous les crustacés. Et deuxième élément, c'est que la majorité des animaux sont pas des adultes, ce sont des juvéniles. Et en fait, il y a deux grandes stratégies de reproduction dans la nature qui sont la K-sélection et la R-sélection. Les K-sélecteurs, ils vont faire peu d'enfants, c'est un peu comme les humains, ils vont faire peu d'enfants, mais vont prendre soin de leur descendance. Ils vont en faire 1 ou 2, ou même dans l'humanité, avant qu'elle ait développé la contraception, on pourrait dire que c'est un K-sélecteur, c'est-à-dire même faire 8 enfants dans le règne animal, ça reste très très peu. À côté de ça, il y a des animaux qui sont des R-sélecteurs, et leur stratégie, ça va être de disséminer beaucoup d'enfants, mais seule une petite partie survivra. Et la grande majorité va mourir de faim, manger vivant ou parasiter. C'est le cas par exemple des souris qui peuvent faire une rate peut faire jusqu'à 1000 petits en 1 an, donc c'est vraiment énorme. Évidemment, il n'y a pas de 1000 petits qui vont survivre. Des poissons, ça peut être ils peuvent pondre des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers ou des millions d'œufs. Les thons, ça peut atteindre 1 million d'œufs. Alors évidemment, pas tous vont devenir des juvéniles, mais une grande proportion quand même. Donc, alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les juvéniles peuvent ressentir la souffrance à l'état aussi juvénile? Alors il n'y a pas énormément d'études qui s'y sont penchées, mais il y en a quelques-unes qui disent que peut-être oui. Il y a une étude qui a été faite sur des larves de zèbres oifiches, de poissons zèbres, et qui peuvent faire penser que oui. Mais c'est d'ailleurs un sujet de recherche tout à fait actuel pour savoir est-ce que les juvéniles peuvent ressentir la douleur. Car d'un côté, on peut se dire que c'est pas très, ça sert à rien de leur faire, de leur mettre un mécanisme qui leur permette de ressentir la douleur si finalement elle n'a pas. Parce qu'en fait, ressentir la douleur, ça demande probablement une certaine organisation complexe du cerveau. Et est-ce que c'est avantageux de faire un truc aussi complexe pour des juvéniles? Pas forcément. Mais d'un autre côté, on peut se dire que c'est avantageux s'ils sont préparés dès le plus jeune âge à faire face aux situations extrêmes de la vie et peut-être qu'en fait, dans ce cas, ils ressentiraient la douleur. Donc en tout cas, il y a une probabilité assez forte que des juvéniles qui sont majoritaires dans le monde animal vivent une mort pas très sympa peu après être nés. Donc vraiment, voilà un bilan global de la nature. On a beaucoup de choses à découvrir encore, mais ça démontre que la vision idyllique qu'on peut avoir est vraiment très à côté de la plaque. Ouais, donc avec ce que tu dis, on se rend compte que il y a beaucoup de souffrances dans la nature. Il y a aussi des choses chouettes, comme tu le disais. Et finalement, je pense que ça vient du fait qu'à quelque part, le principe qui gère la nature, la sélection naturelle, est un principe à quelque part amoral qui n'obéit pas au fait de maximiser le plaisir, à diminuer les souffrances ou n'importe quel autre principe moral, mais qui simplement essaye de maximiser certaines variables, mais qui n'ont aucun rapport finalement avec la morale. Et donc on peut se retrouver avec des choses qu'on pourrait considérer en tout cas comme extrêmement graves. Et je pense de manière générale que cet appel à la nature harmonieuse, etc., peut même aussi avoir des conséquences sur les humains, notamment par exemple avec le bio, la nourriture bio qui certaines fois, pas tout le temps, mais va utiliser des pesticides dits naturels qui seront plus nocifs pour l'environnement, pour les humains, que des pesticides qui pourraient être artificiels, fabriqués par l'humain, simplement parce qu'ils sont naturels, alors qu'ils sont moins bons sur quasiment tous les aspects. Donc c'est pas le cas de tous les pesticides utilisés dans le bio, mais c'est un exemple on essaye de faire que tout soit naturel et finalement on réfléchit pas à qu'est-ce qui est le mieux, mais à qu'est-ce qui est le plus naturel et on arrive à quelque chose de sous-optimal. Et puis ça peut aussi amener je pense à certaines médecines inefficaces, des pseudo-médecines, des pseudo-sciences justement qui vont se dire naturelles par rapport à la médecine allopathique classique, ou bien même à des personnes qui vont être par exemple transphobes, anti-trans pour des raisons naturalistes, en mode vous rendez compte, c'est pas naturel de transformer le corps d'un humain comme ça.
ou bien même des trucs qui peuvent justifier par exemple le sexisme à travers le féminin sacré, une sorte de naturalisation de ce qu'est une femme, de ce qu'est un homme et de la complémentarité qu'il devrait avoir, ou même certaines formes de racisme en disant ah mais les personnes qui ont la peau noire sont de toute façon comme ça, c'est la nature, on peut rien y faire, ou ce genre de choses. Et donc on voit finalement que cette idéalisation de la nature ça a des grosses conséquences sur les animaux sauvages, et ça a même finalement des grosses conséquences sur les sociétés humaines. Et quand on fait ce constat, on pourrait se dire bon d'accord, il y a beaucoup de souffrance dans la nature sauvage, mais finalement, est-ce que c'est grave? Dans le sens, à quelque part quelqu'un qui dirait d'accord, je prends conscience qu'il y a toutes ces souffrances dans la nature, mais à quelque part c'est le cours naturel des choses justement. Est-ce qu'il faut pas laisser la nature se faire? Est-ce que c'est bien d'intervenir dans ces processus? Pourquoi pas simplement laisser la nature se faire et puis faire en sorte que la souffrance fait partie de la vie, donc laisser simplement les choses se faire comme dans le cours normal des choses. J'aimerais rebondir sur un truc que tu as dit, que la nature est amorale, que le processus évolutif sont amoraux. Je dirais surtout qu'ils sont aveugles. Qu'en fait, si on dit qu'ils sont amoraux, une réponse qui arrive très souvent, c'est de se dire, en fait, il n'y a pas à mettre de la morale dans la nature, rien n'est bien, rien n'est mauvais dedans, on n'a pas de devoir moral envers la nature. En fait, je pense qu'il faut pas aller, c'est un petit peu un faux raisonnement. C'est aveugle dans le sens où c'est en fait, la loi de l'évolution, c'est pas quelqu'un qui va qui va diriger l'évolution dans un tel sens. C'est pas quelque chose d'intentionnel. C'est juste, on pourrait dire, un état de fait qui est que les plus adaptés survivent, les moins adaptés survivent pas, et les comportements qui permettent le plus de l'adaptation, vont rester au fil des générations, et ceux qui ne le permettent pas. Peu importe si ce sont des comportements complètement cruels ou moins cruels. Mais pour autant, c'est pas parce que c'est aveugle que on n'a pas de devoir moral envers ce qui se passe dans la nature. Je vais prendre un exemple qui est souvent pris, c'est imaginez un enfant tout à fait inconnu qui se noie dans un lac à côté. Même si c'est pas nous qui avons causé sa souffrance, on considère quand même qu'on a un certain devoir envers cet enfant. C'est-à-dire que si on abandonne et qu'on passe notre chemin, on va se dire attends, c'est pas très bien là, t'aurais pu le sauver et t'as préféré rien faire. Je pense qu'il faut se rendre compte qu'en fait, nos devoirs se limitent pas seulement à ce sur quoi on influe directement, mais aussi à ce sur quoi on pourrait influer. C'est-à-dire qu'on n'a pas il y a souvent cette idée, chez d'ailleurs beaucoup d'animalistes, que le but c'est de ne pas faire de mal aux animaux. Mais en fait, on peut aussi améliorer leur situation, c'est-à-dire leur faire du bien. Et donc c'est là que peut prendre sens le discours interventionniste. Alors la question sur est-ce qu'on a le droit d'intervenir dans la nature, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense qu'il y a un aspect moral, de principe, un aspect plus pratique. Si on prend l'aspect pratique, ce serait est-ce que les humains ont la possibilité d'améliorer les choses? Est-ce que les choses se passent pas déjà très bien sans qu'on y soit? Car c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prennent comme exemple le fait que les interventions passées que les humains ont faites sur le milieu naturel, ça a jamais bien abouti. Mais après, le truc c'est que les interventions passées, c'était à peu près systématiquement dans un but anthropocentré. C'est pour le bien des humains. Par exemple, intervenir tuer un animal sauvage pour le manger, ça peut être construire une mine pour exploiter les minéraux dessus. Donc forcément, si on le fait pour nous-mêmes, il n'y a pas de raison de penser que ça va forcément bien se passer pour ce qui se passe autre part. Là, vraiment, l'interventionnisme tel que j'ai tendance à le défendre, c'est quelque chose d'orienté vers le bien-être des animaux sauvages. Mais en fait, si la nature fonctionnait vraiment bien, on n'aurait pas inventé la médecine tout simplement. C'est-à-dire que la médecine la plus naturelle, en fait, c'est pas de médecine du tout, parce que les artifices qu'on construit pour se soigner, pour essayer de contrer un tel pathogène, en fait, c'est toujours une action qui a été réfléchie, qui a été intentionnelle en vue de diminuer un préjudice. Mais je pense pas que beaucoup de gens diraient que la médecine c'est mauvais, que faudrait revenir dans l'ordre des choses, car en fait, comme tu l'as dit, le processus évolutif c'est un truc aveugle, et il n'y a pas de raison de penser que ça aille dans le meilleur sens, quelle que soit la façon dont on considère le meilleur sens. Si on conçoit que c'est le plus de bien-être ou le moins de souffrance, ou bien le plus d'autonomie pour les individus.
Donc c'est pour ça que il y a possibilité de faire quelque chose pour améliorer. Et puis il y a le second aspect qui est l'aspect moral, enfin de principe. C'est souvent l'idée que il y a une nature complètement indépendante des humains et les humains n'ont rien à faire dedans. Voilà, il faut vraiment séparer les deux. Je pense que cette idée déjà, elle contredit une certaine réalité, qui est qu'il n'y a pas d'espace totalement sauvage dans le monde. Je vais prendre un exemple très simple. Les humains ont influencé le climat, donc ils ont changé un peu la température sur Terre, et de façon très évidente, il suffit qu'une température change un tout petit peu pour que lorsque deux animaux se reproduisent, le spermatozoïde change un petit peu de trajectoire, et en fait ce soit un autre qui féconde l'ovule. Et donc, ce qui fait qu'on a très certainement changé l'identité des descendants. Donc en fait, en quelque sorte, tous les animaux sauvages qui existent actuellement, en tout cas ceux qui utilisent la reproduction sexuée, ils sont artificiels. Alors, ils sont pas non plus totalement. Ils ont un faible degré d'artificialité, c'est-à-dire qu'on a juste influencé leur trajectoire, mais il n'y a pas d'espace totalement sauvage. Et donc, c'est en fait la distinction qu'on fait entre un espace totalement sauvage et un espace totalement non sauvage peut être remise en question. Et surtout, il y a beaucoup de gens. Il y a une intuition derrière qui est que les espaces sauvages devraient être préservés parce qu'on donne une valeur intrinsèque à la naturalité des choses, c'est-à-dire on donne une valeur intrinsèque au fait que quelque chose soit sauvage, naturel, je veux pas distinguer les deux ici, et non humain. Il y a des intuitions du genre on aime bien cueillir des champignons qui sont sauvages et pas des champignons de Paris. On aime bien les framboises sauvages plus que les framboises de Paris, même si les framboises sauvages sont ont peut-être un moins bon goût. Mais après ça, j'ai envie de dire que si on essaye de regarder le monde à travers les animaux sauvages et d'essayer de se décentrer un peu, en fait, les animaux sauvages, pour eux, les humains, c'est quelque chose c'est un animal comme un autre, j'ai envie de dire. C'est un bipède poilu qui a peut-être construit des espèces d'édifices, mais ils font pas cette distinction énorme. Donc, je pense que ce serait bien d'essayer de se focaliser un peu plus de se mettre un peu plus dans le point de vue des animaux sauvages et de regarder leurs problèmes plutôt que de simplement dire avec notre regard, de simplement regarder le monde comme ce qu'on fait et entre le naturel et l'artificiel qui peut nous mener vers des actions qui ne vont pas. En fait, ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est que finalement, comme tu le disais, par exemple, si on est sur une plage et puis on voit un enfant au loin se noyer, et ben on va se dire c'est de notre devoir peut-être d'aller le sauver, d'essayer de lui préserver sa vie. Et alors même que, à quelque part, en faisant ça, on interrompt le cours naturel des choses, si on peut dire. Disons que sa destinée, c'était peut-être de mourir, alors on devrait le laisser faire parce que c'est ça. Et on pourrait dire la même chose avec toutes les maladies d'ailleurs. Le simple fait d'essayer par exemple de soigner un cancer, c'est déjà aller contre le cancer. Et le cancer est quelque chose de tout à fait naturel. C'est une maladie qui... Donc finalement en essayant de résoudre justement n'importe quelle maladie, on va contre le cours naturel des choses, si on peut dire ça, qui aurait voulu que cette personne meure ou souffre, etc. Et... à ça, je pense qu'il y a aussi des gens qui pourraient te dire à quelque part, oui, mais finalement, est-ce que pourquoi cette obstination sur la souffrance? Est-ce que la souffrance n'est pas bonne parfois? Est-ce qu'elle nous fait pas apprendre des choses? Est-ce qu'elle a pas un intérêt? Ça, c'est une bonne question. Alors, si on fait un petit truc sur l'idée de nature, en fait, je pense que c'est souvent un argument qu'on utilise parce qu'on n'a pas trop réfléchi. Mais si on était très cohérent, on l'utiliserait même dans des scénarios où les gens voudraient pas l'utiliser. Donc, faut toujours aller un petit peu au-delà. Et est-ce que la souffrance peut pas être utile parfois? Ça, c'est une bonne question. Et en effet, je dis souvent, aucune souffrance n'est bonne, mais certaines sont utiles. C'est-à-dire, le fait que les souffrances sont utiles, ça veut pas dire que en soi, elle a de la valeur positive. C'est vrai qu'on peut distinguer la valeur intrinsèque et la valeur extrinsèque. Une valeur intrinsèque, c'est la valeur qu'a une chose en elle-même. Par exemple, se dire la souffrance, en soi, c'est pas une super bonne chose. Et la valeur extrinsèque, c'est ce que la chose apporte en conséquence. Et là, on pourrait se dire, même si la souffrance n'a pas une valeur en soi, elle peut avoir un intérêt indirect. Mais en fait, ça dépend desquelles sources. Et c'est pas forcément le cas de toutes. Par exemple, est-ce que dans un zoo, on va mettre un prédateur à côté d'une proie pour se dire tiens, ça va exprimer ses comportements naturels et puis de toute façon ça va la faire s'ouvrir, ça va lui faire apprendre.
non, ça a rien, ça a rien fait de faire apprendre quelque chose ou qu'on aurait pu tout simplement éviter. Mhm. Et puis même si certaines souffrances peuvent être utiles parfois, la grande majorité quand même des souffrances que les animaux sauvages et non sauvages subissent n'ont absolument aucun intérêt évolutif ou d'apprentissage ou quoi que ce soit. Dans un abattoir, et puis que il y a énormément de stress qui est créé, de vraiment des images extrêmement violentes. Finalement, cette violence n'a aucun intérêt quoi que ce soit pour apprendre quoi que ce soit, ni aucun intérêt évolutif. Et au niveau période d'élevage, c'est la même chose. Et dans la nature, certaines choses peuvent être utiles pour se souvenir et donc ne pas avoir plus mal à l'avenir à quelque part, ou pour avoir des réflexes par rapport à certaines choses. Mais dans la grande majorité des cas, la souffrance est quand même quelque chose à laquelle on essaye d'échapper. Oui, bah, par exemple, rien que les souffrances qui arrivent en fin de vie, le fait de souffrir parce qu'on est en train de mourir d'une maladie, bah ça n'a pas grand intérêt parce qu'on va mourir après. Donc déjà, on sait qu'il y a des souffrances qui ne servent à rien et c'est probable que donc ça démontre l'idée que toute souffrance serait utile et on peut s'imaginer que les souffrances qui servent à rien, c'est pas juste une minorité, mais c'est en fait plus large. Mais après, ça, c'est quelque chose de pratique qu'on peut regarder, c'est-à-dire, est-ce que si on diminue telle source de souffrance, on va avoir des effets sur le comportement de l'animal qui seront nuisibles? Ça, ce sont des questions pratiques auxquelles il faudra répondre à l'avenir. Bien sûr. Et justement, je pense que pas mal de gens qui pourraient écouter ça pourraient arriver à une conclusion un peu, mais finalement, est-ce que cette discussion, c'est pas un peu une discussion de deux bobos de ville qui font de l'espèce de masturbation intellectuelle, mais qui n'ont jamais été dans une forêt voir la beauté des arbres? À quelque part, est-ce qu'on n'est pas un peu déconnecté de la nature quand on dit ça? Je dirais exactement l'inverse. Ceux qui regardent la nature de façon très superficielle, en regardant la beauté des arbres, par exemple, ils sont déconnectés de la nature dans le sens où ils sont déconnectés de la vie concrète des habitants. En fait, c'est pas parce qu'on arpente la nature. Moi aussi, je me suis souvent baladé dans la nature, dans les forêts, j'ai observé ce qui se passait, mais on en saisit toujours qu'une toute petite partie. C'est pour ça que la meilleure façon de comprendre la nature, en fait, c'est d'étudier là-dedans, c'est de faire aussi des recherches scientifiques, parce que la science, c'est de faire des observations très rigoureuses et le plus complètes possible. Donc, il suffit pas juste de vivre en campagne pour mieux connaître la nature. Et ce qu'on dit là, en fait, c'est tout à fait ancré dans ce qui se passe chaque jour. Et puis, du coup, on en vient un petit peu aux solutions. Après, on verra aussi quelques reproches qui sont faites aux solutions. Mais du coup, la solution qu'on pourrait arguer contre cette nature qui inflige des souffrances qui sont parfois inutiles, c'est ce qu'on appelle du coup l'interventionnisme. Est-ce que du coup, tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est, et puis peut-être donner aussi quelques exemples concrets de qu'est-ce que ça pourrait être, comment est-ce qu'on pourrait concrètement aider les animaux sauvages? Ok. En fait, je dirais que, comme je le montrais dans la solution, prendre en compte la souffrance des animaux sauvages, c'est pas forcément intervenir dans la nature, ça peut être aussi des non-interventions parfois, comme on le verra. En fait, l'interventionnisme, comme son nom l'indique, ça consiste à intervenir dans la nature pour réduire la souffrance des animaux sauvages. C'est tout bête, mais c'est juste ça. Quelques solutions qui ont été proposées, ça peut être des trucs basiques comme mettre des points d'eau pour que les animaux se déshydratent moins, déshydratent moins lors des périodes de sécheresse, mettre des abris pour que quand il y en a pas beaucoup l'hiver, parce que souvent l'hiver il y a une compétition autour des abris, ils ont tendance, il y en a certains qui manquent et forcément ça passe pas très bien pour eux. Ça peut être faire des vaccins pour immuniser une population contre une maladie particulièrement atroce. Alors pour l'instant, ce que je dis, les vaccins, ça n'a pas été fait concrètement dans l'intérêt des animaux sauvages, et comme on le verra, ça pose des problèmes très concrets du genre est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une surpopulation de ces animaux et en fait de tout déstabiliser. Mais en tout cas, il y a des solutions qui peuvent être apportées. Ça peut consister aussi en une non-intervention parfois. Si on prend par exemple la réintroduction de prédateurs, c'est quelque chose qu'on peut discuter. Alors,
Juste, je précise, la prédation, elle a tendance à concentrer la majorité du débat sur l'interventionnisme. J'en ai un peu marre, car en plus, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et juste pour dire qu'il n'y a pas la souffrance dans la nature, c'est pas juste la prédation. Et l'interventionnisme, c'est pas, ça consiste pas essentiellement à arrêter la prédation, si on peut dire. C'est très réducteur. Et donc oui, si je reviens à l'histoire de la réintroduction des prédateurs, il y en a qui pensent, est-ce que ce serait bien de réintroduire les prédateurs en Écosse, par exemple, où il y a plus de loups depuis plusieurs centaines plusieurs siècles, il me semble. Là, on pourrait faire valoir que est-ce que si on voulait diminuer une population humaine qui vit dans une ville parce qu'il y a trop d'habitants, on mettrait les prédateurs pour essayer de les manger? On peut se dire qu'il y aurait au moins quelques questionnements. Et je reviens à mon message, peut-être que je ne sais pas si en réintroduisant les prédateurs, on aura des effets plutôt positifs ou négatifs sur l'ensemble de l'écosystème, parce que évidemment, ça aura des effets négatifs sur les proies, mais est-ce que ça permettrait pas aux autres animaux de se développer? Mais en même temps, est-ce que ces animaux sont des animaux qui vont vraiment s'épanouir, de genre si à la place des cerfs ou des biches, on a plutôt des air sélecteurs qui vont se développer, en fait, on va juste passer d'un écosystème avec des animaux qui prennent soin de leur descendance à un écosystème où ils n'en prennent pas soin, il y aura peut-être plus de souffrance à la fin. Donc il y a plein de questions à se poser, et si je devais porter comme message, encore une fois, c'est il faut prendre en compte les effets de cette réintroduction sur les animaux sauvages et pas simplement sur la biodiversité du coin. Ça peut consister, il y a aussi une réflexion autour de la colonisation de l'espace. C'est-à-dire que il y a certains auteurs qui proposent de terraformer d'autres planètes ou de faire de la panspermie dirigée, c'est-à-dire de le coloniser avec certaines cellules vivantes en espérant que plus tard ça évoluera à des formes plus complexes. Et là, ça pose des questions parce que est-ce qu'on n'est pas en train de refaire tout le problème de la souffrance des animaux sauvages, mais cette fois-ci par notre faute? Donc en tout cas, il y a plein de questions. En fait, je pense que la colonisation de l'espace, ça pose la question de est-ce que la vie dans la nature vaut en moyenne la peine d'être vécue. Dire est-ce qu'il y aura, par exemple, est-ce qu'il y aura plus de souffrance ou plus de moments de joie dans les futures planètes qu'on coloniserait? Donc ça, ce sont encore des questions à se poser, et encore une fois, il faut prendre en compte cette dimension de la réalité. Voilà un petit avant-goût des interventions possibles. Et donc, quand on prend en compte ces interventions possibles, on pourrait se dire, mais du coup, le projet des interventionnistes, est-ce que c'est pas un peu de transformer la nature en un zoo, en une sorte de parc aménagé? Là, tu parles d'abris pour le froid, des sortes d'abreuvoirs pour l'eau, peut-être des mangeoires pour la nourriture. Est-ce que finalement, on n'est pas en train justement de transformer la nature en parc aménagé? Alors, le truc, c'est que les gens aiment bien essayer de rendre habituel quelque chose de nouveau, c'est-à-dire comme ils voient pas trop à quoi ça peut ressembler les projets interventionnistes, ils se disent tiens, ça doit ressembler à un zoo, mais évidemment ça ressemblera pas à un zoo, parce qu'un zoo ça consiste surtout à exposer des animaux pour qu'on les voit, ou dans certains cas les conserver quand l'espèce est en danger. Donc évidemment ça ressemblera pas à un zoo. Mais après il y a une question, un problème qui est soulevé, c'est quel est est-ce qu'on risque pas de rendre les animaux sauvages dépendants de l'aide humaine si on intervient trop en leur faveur? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de problème en soi que les animaux sauvages soient un peu plus dépendants et plus liés aux actions humaines, parce que est-ce que ça les dérange, les animaux? Pas forcément. D'ailleurs, il y a beaucoup d'animaux liminaires. On appelle ça les animaux liminaires, qui sont pas totalement sauvages, mais pas totalement domestiques, et qui viennent un peu profiter des déchets qu'on largue dans les sociétés humaines. Je dirais pas que c'est un problème en soi. Pigeons. Et les pigeons, par exemple, les rats, plein d'animaux comme ça. Mais en effet, il y a des conséquences concrètes que si on commence à rendre les animaux sauvages dépendants de l'aide humaine, faudrait aussi prévoir le cas où on arrêterait d'intervenir, et là, ils pourraient mal s'en tirer. Mais tout ça sont des enjeux très concrets. Ça remet pas en cause l'intervention en général. C'est ça que je veux dire. Ça fait juste qu'il faudra faire un peu plus attention à ce qu'on fait. Et puis quelque chose qui pourrait être dit aussi, c'est est-ce que finalement tous ces projets interventionnistes ne risquent pas de créer plus de souffrance, alors que leur but à la base c'était de diminuer cette souffrance, mais finalement ils vont en créer plus.
Par exemple, on pourrait se dire qu'en donnant à manger à certains animaux, en les abritant du froid ou ce genre de choses, en protégeant certains animaux, par exemple, leur population pourrait s'agrandir et donc, par exemple, il y aurait plus assez justement de nourriture ou d'eau à l'état sauvage pour toute cette population, ou bien par exemple il y aurait une sorte d'une prolifération de certaines espèces qui ferait que ça créerait de grands déséquilibres comme ça. Est-ce que finalement on voit que la manière dont s'articule le monde sauvage est extrêmement complexe, c'est des systèmes très complexes. Est-ce que finalement intervenir comme ça dans ces systèmes complexes, c'est pas un petit peu dangereux? Est-ce que ça risque pas de rompre le fin équilibre de la nature? Alors c'est vrai qu'il y a toujours un risque à tout, et pour l'instant, tant qu'on n'a pas fait d'intervention très concrète, je pourrais pas dire. C'est à étudier au cas par cas. Est-ce que telle intervention risque plus de faire de souffrance qu'elle en réduirait? Mais je vais prendre toujours un exemple pour nous dire que malgré la complexité de la nature, il n'est pas nécessaire de la connaître entièrement pour espérer que ça se passe mieux plutôt que mal. Je vais encore prendre l'exemple du corps humain. C'est un système, on pourrait dire que le corps humain, c'est quelque chose, ou le corps de n'importe quel animal, c'est un système très complexe, avec plein d'interactions. Les cellules en elles-mêmes sont très complexes, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, et pourtant ça nous a pas empêché de faire la médecine, et on va pas dire que la médecine a saccagé le fin équilibre du corps. Alors évidemment, si on fait une intervention tout à fait random ou tout à fait au hasard, peut-être qu'on va plus empirer les choses qu'on les a améliorées. De la même manière que si on s'injecte n'importe quel produit au hasard dans le corps, on risque plus d'empirer les choses que de les améliorer. Mais ça n'empêche pas de réfléchir. On peut se dire que si on réfléchit vraiment à des choses, par exemple, on pourrait imaginer que les espèces qui sont en surpopulation vont plutôt finalement favoriser un mode de reproduction avec moins de descendants, ce qui va faire que ça va plus se stabiliser après. Donc ça, c'est des questions qu'on pourrait voir. Et aussi, un style d'intervention qui n'aurait pas ces problèmes, ce serait de recréer l'écosystème entier. C'est-à-dire, alors là, ça peut paraître bizarre, mais en fait, il y a beaucoup de paysages qui sont un petit peu en état de friche, et en fait, il y a des écologues qui se demandent vers quel écosystème ça devrait aller. Est-ce qu'on va orienter plutôt cette terre, cet écosystème naissant vers, je sais pas, quelque chose de plus humide, vers un écosystème plus sec? Est-ce qu'on va mettre tel ou tel arbre? Et souvent, le questionnement qui est derrière, c'est qu'est-ce qui va le mieux préserver la biodiversité? Et je dirais, il faut ajouter une autre exigence, c'est dans quel écosystème est-ce qu'on aurait des animaux plus épanouis? C'est-à-dire, est-ce que ce serait pas mieux, par exemple, de mettre, si on a la possibilité entre une mare et une petite forêt, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir une petite forêt où il y aura des animaux qui ont un cycle de reproduction plus lent et qui s'occupent plus de leur descendance, plutôt qu'une mare où il y aura beaucoup d'insectes, beaucoup de poissons, beaucoup de têtards qui vont mourir très peu de temps après la naissance? On peut se dire qu'il y a des écosystèmes où les animaux souffrent plus ou moins que d'autres, et dans ce cas, on pourrait il s'agirait même pas de détruire un écosystème pour en recréer un autre, mais simplement il y a un écosystème, il faut choisir, il y a un terrain, il faut qu'il devienne un écosystème vers lequel on va l'orienter. Et donc ça, c'est le genre d'intervention où il y aurait pas tellement le risque de tout déstabiliser, parce qu'en fait, on a déjà un écosystème préparé, si on peut dire. Mmh. Oui, puis finalement, le fait de se dire comme ça que on devrait pas agir sur des systèmes trop complexes parce qu'on risque d'avoir des conséquences inattendues à nos actions, comme tu le dis, c'est un petit peu, enfin, personnellement, je trouve cet argument pas très solide, parce que déjà, effectivement, il faut investir plus d'argent pour essayer de mieux comprendre comment tout ça fonctionne, comment le monde sauvage s'articule. Mais après, des gens qui sont interventionnistes, qui souhaitent réduire la souffrance dans la nature, est-ce que vraiment ils sont stupides au point de dire oh, on va faire des interventions, et puis non mais vous vous rendez compte, ça va sauver les petits animaux là, puis ils prendraient pas du tout en compte les conséquences. Enfin, c'est extrêmement stupide, et c'est vraiment prendre les interventionnistes un peu pour des cons, quoi. À quelque part, évidemment qu'on va réfléchir à ça, aux potentielles conséquences que ça pourrait engendrer. Et comme tu le dis, la médecine est un assez bon exemple de comment intervenir dans un système complexe qu'on comprend pas encore totalement, mais pour essayer quand même d'y faire
plus de bien que de mal finalement. Et un autre exemple aussi, c'est la macroéconomie, qui est un système hyper complexe. Bon, moi je suis une brêle totale en économie, mais c'est pas parce que l'économie est quelque chose de très complexe qu'on peut jamais réaliser des actions qui l'orientent d'une manière ou d'une autre. Et puis, est-ce que finalement il n'y a pas une sorte de désaccord fondamental entre les écologistes et puis les interventionnistes? Par exemple, les écologistes vont dire ah oui, il faut préserver la biodiversité, les écosystèmes, préserver la nature. C'est des discours justement qu'on entend beaucoup finalement dans le milieu écologiste. Et donc, est-ce qu'il y aurait comme ça, est-ce qu'on peut être soit écologiste, soit interventionniste, ou est-ce qu'on peut être les deux? Déjà, on peut dire que l'interventionnisme peut participer à l'écologie, parce que si on regarde l'étymologie de l'écologie, c'est l'étude de la maison, et dans un sens plus normatif, on pourrait dire que c'est aménager la maison pour le bien des habitants. Je dirais, au contraire, l'écologie, telle qu'on la concevait généralement, c'était aménager la maison pour la maison, mais ce que dit l'interventionnisme, c'est l'aménager pour que les habitants s'épanouissent, finalement. Et donc, en fait, je pense pas que c'est un désaccord fondamental, mais en effet, il y a des désaccords envers... il n'est pas clair que les interventions diminueraient la biodiversité, c'est encore à voir. Au contraire, on peut se dire que si on veut que les populations soient résilientes et par exemple ne meurent pas toutes d'une même maladie, ce serait bien qu'il y ait une certaine diversité génétique entre elles, parce que sinon ça va mal se passer. Donc sur cet aspect, je pense pas. Par contre, un aspect qui peut où les écologistes et les interventionnistes peuvent vraiment entrer en contradiction, c'est sur l'idée de préserver la naturalité, de préserver la naturalité du lieu et de se dire que forcément, si on intervient, le système va devenir plus anthropisé. Il y aura l'influence humaine qui va se faire là. Et oui, c'est vrai que chez les écologistes, souvent, malheureusement, quand on parle d'animaux ou comme ça, on va souvent dire la crise de la biodiversité, 6e extinction de masse ou comme ça. Finalement, des choses assez pertinentes, mais qui font référence au phénomène d'espèce, qui certes est important, mais finalement, ce qui est peut-être plus important que la diminution des espèces, c'est surtout la diminution des individus et la souffrance dans laquelle se fait cette diminution. Je crois qu'au cours des quelques dizaines d'années passées, c'est passé 75% des vertébrés qui ont disparu en tant qu'individus. Donc c'est vraiment colossal. Et finalement, si on regarde que les espèces, on passe à côté de tout un pan finalement de cette souffrance justement que de la nature. Et donc c'est pour ça que je pense que l'interventionnisme et l'animalisme de manière plus générale a beaucoup à apporter à l'écologie. En complément finalement de ce phénomène d'espèce, pour aussi traiter les animaux comme des individus, pas seulement traiter de la biodiversité de l'espèce, mais aussi du nombre et de la qualité de vie des individus qui vivent à l'intérieur de ces espèces. Ouais, mais d'ailleurs, il y a souvent une analogie qui est faite, une expérience de pensée, c'est imaginer s'il y a une maison qui est en train de brûler, et il y a des gens qui sont en train de dormir. Et là, il y a quelqu'un qui entre. Et en fait, au lieu d'aller réveiller les gens pour qu'ils s'en sortent, il va prendre un tableau parce qu'il attribue à ce tableau une valeur symbolique très forte. Est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on fait quand on privilégie des symboles, des éléments avec des valeurs très symboliques comme l'ordre dans la nature ou bien la naturalité du lieu? Est-ce que préserver des choses très esthétiques, on pourrait dire, c'est pas similaire à cette personne qui vient sauver les tableaux plutôt que de sauver les habitants de la maison? Ouais, et puis finalement, il y a beaucoup d'espèces comme ça qui ont une sorte d'image symbolique un peu. Par exemple, je sais pas, les pandas, les loups, les lions, c'est des espèces qui nous impressionnent un peu, qui sont charismatiques. Si on fait une pancarte pour une association pour avoir de l'argent pour aider les animaux, si on met un panda, ça sera beaucoup plus efficace que si on met un thon, par exemple. Mais d'ailleurs, ça fait une question très intéressante, qui est l'une des raisons pour lesquelles les gens risquent pas de s'intéresser des masses non plus à la souffrance dans la nature, c'est que un élément fondamental de la souffrance dans la nature, c'est que ça impacte un nombre astronomique d'individus. Comme je disais, peut-être quelque chose comme 99% des vertébrés terrestres ou des invertébrés, enfin de tous les habitants de la Terre. Et
ce qui se passe, c'est qu'il y a un aspect de numbing, je sais pas comment ça s'appelle, mais les gens ont plus tendance à être empathiques envers un individu bien isolé, bien représenté, plutôt qu'envers une population. Et ce qui fait que parfois quand il y a des massacres de masse ou des massacres de population, en fait, les gens sont parfois moins empathiques que quand il y a juste une personne qui meurt. Et je pense que c'est aussi un effet à contrer. Et c'est pour ça que les associations interventionnistes comme Animal Ethics ou Wild Animal Initiative souvent prennent toujours des animaux un petit peu charismatiques, parce que la psychologie humaine est faite comme ça et c'est comme ça qu'on fait conscientiser les gens de ce problème. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les autres populations humaines. Souvent, quand il y a des ONG qui travaillent à l'étranger, on va recevoir une petite carte avec un enfant très maigre qui dit s'il vous plaît aidez-moi, et ça va pas être marqué. Enfin, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais sur la fiche, ça va pas être marqué tant d'enfants meurent de faim dans le monde, aidez-les. Ce qui serait beaucoup moins efficace. Finalement, centré sur un individu, montrer la souffrance d'un individu, c'est souvent plus efficace pour la psyché humaine. Et je pense que cet effet-là peut avoir justement des effets délétères, notamment, tu parlais de la réintroduction des prédateurs, où on va se dire, waouh, un loup par exemple, c'est quelque chose de très charismatique, voilà, c'est un animal important, quoi, qui en impose. Et du coup, c'est important de réintroduire les loups. Alors que peut-être, dans certains cas, ça peut créer plus de souffrance que si on ne l'avait pas fait, par exemple. Et donc ça, c'est quand même une grosse différence, parce que souvent, c'est typiquement les réintroductions de prédateurs ou comme ça sont menées par des organisations écologistes. Bah, c'est sûr qu'il y aura toujours des contradictions, mais c'est pour ça que faut innover un peu dans notre manière d'approcher la nature. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de présenter une discipline qui est en train de naître, c'est la biologie du bien-être. En fait, la biologie du bien-être, ça consiste à étudier les milieux naturels, mais plus spécifiquement en se focalisant sur la vie des individus, sur ce qu'ils vivent, leurs expériences positives ou négatives, sur leur comportement, et aussi bien sûr tout en conservant les connaissances issues des sciences de la conservation, quelles sont les relations entre les organismes, quelle est la relation entre les individus et leur milieu, tout ça. Et donc c'est une branche qui est en train de naître et qui pourrait répondre à des questions du genre, si on promeut telle intervention de la nature, quelles seront les conséquences concrètes, est-ce que ça en vaut le coup ou pas? Et donc je pense que il y a encore beaucoup de choses à innover. On est un petit peu à l'antiquité de l'interventionnisme, et c'est pas parce qu'on connaît pas encore énormément de choses qu'il faut se dire et qu'il faut se baisser les bras en disant bon, on connaîtra jamais assez la nature. Au contraire, c'est parce qu'on n'en connaît pas encore assez qu'il faut innover et qu'il faut aller de l'avant. Tout à fait, ouais. Et en tout cas, moi, la réflexion que je me suis faite par rapport à ça, pour finir un petit peu ce lien entre interventionnisme et écologie, c'est que finalement, aujourd'hui, si on fait une sorte de somme totale des interventions qu'on fait, la plupart sont négatives. C'est-à-dire que on va justement créer des mines qui vont détruire des espaces naturels et donc faire souffrir excessivement des individus. On va polluer des rivières qui vont tuer des millions de poissons peut-être. On va détruire, on va faire des feux de forêt à cause soit par cause anthropique, soit directement par le réchauffement climatique qui par exemple va augmenter ça, mais qui du coup est aussi de cause anthropique, ou ce genre de choses. Finalement, là, beaucoup d'interventions qu'on fait aujourd'hui, sans même le vouloir quelque part, sont négatives. On intervient déjà dans la nature, mais en négatif, pour souvent le bien-être de l'humain. Et finalement, l'écologie, je la vois un petit peu comme une sorte de mouvement qui cherche justement à réduire ces interventions négatives, à dire non, il faut préserver la nature, arrêter de détruire la nature. Et puis l'interventionnisme, j'ai l'impression que c'est une sorte d'écologie qui va un petit peu plus loin, qui dit évidemment, il faut arrêter de détruire la nature, arrêter de faire toutes ces interventions négatives, mais en fait, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas, même en plus, une fois qu'on a préservé la nature, faire des interventions positives. Pourquoi s'arrêter simplement à laisser la nature telle qu'elle est, telle qu'elle était, ou telle comme ça? On pourrait très bien se dire,
est-ce que l'état naturel aujourd'hui et maintenant, c'est l'état le plus optimal? Bah non, pas forcément, donc on peut aller un petit peu plus loin. Donc moi je vois un peu l'interventionnisme comme une écologie qui va un petit peu plus loin en fait. Ah, c'est une vision intéressante. En fait, c'est un peu le même problème quand on réfléchit à l'avenir de l'humanité. On se soucie pas seulement à est-ce que l'humain existera dans 100 ans ou dans 1000 ans. On se soucie aussi de est-ce que il aura une bonne qualité de vie. Parce que à quoi ça sert de préserver l'espèce si en fait finalement je sais pas, il y aura plein de guerres, plein de famines. Donc faut aussi forcément aller plus loin et réfléchir à la qualité de vie des individus. Et un autre truc que je voulais ajouter à ça, c'est que oui, l'interventionnisme, en fait, ça consiste pas tellement à arrêter nos relations avec la nature, mais plutôt à les améliorer et de faire non pas d'y contribuer négativement dans un but totalement égoïste ou égocentré ou en tout cas anthropocentré tel qu'on a tendance à le faire actuellement, mais aussi dans un but zoocentré, enfin en tout cas centré sur les animaux sauvages. Et d'ailleurs, après, ça veut pas dire qu'il faut arrêter toutes les interventions qui sont dans le bénéfice des humains, car déjà s'il n'y avait pas d'humains, on pourrait pas réfléchir à ces interventions de la nature. Et aussi un autre problème qui se pose, c'est que si on a des interventions complètement désintéressées, ben peut-être qu'on n'aurait pas les moyens pour le faire. C'est-à-dire que est-ce que dans 100 ans, surtout que on subira peut-être une crise énergétique, une crise du pétrole, qui fera qu'on aura moins de moyens probablement pour réfléchir à tous ces enjeux, il faudra évidemment faire des interventions qui puissent aussi satisfaire les humains, de sorte qu'en fait qu'on puisse les faire tout simplement, parce que sinon les gens vont se dire non mais attendez là, vous réfléchissez aux animaux sauvages avant de vous soucier des ceux de vos propres espèces, qu'est-ce que vous faites? Donc ce sera pas praticable en tout cas. Alors justement, on va y venir. On voit de plus en plus finalement que des messages nous alertant sur le fait que on aura par exemple de moins en moins de combustibles fossiles, que de manière générale on a un peu cette impression de pénurie, disons. Voilà, Macron à la télé qui dit c'est la fin de l'abondance. Bon, est-ce que finalement cette période vers laquelle on va, qui a de fortes probabilités d'être une sorte de contraction finalement énergétique par rapport à aujourd'hui, pourra nous permettre d'intervenir malgré tout. Est-ce que aujourd'hui typiquement on voit que l'humanité a énormément de problèmes devant elle, certains disent même qu'elle est au bord de l'effondrement. Est-ce que vraiment c'est une priorité? Est-ce que on a vraiment le temps et les ressources à disposition pour s'occuper des animaux sauvages? Ça, c'est une très bonne question. D'ailleurs, j'avais dédié un article pour ceux qui nous écoutent qui s'appelle Aider les animaux sauvages dans un monde sobre, qui a été publié dans l'Amorce. Je vous invite à le lire, où là, je réfléchissais un peu à cet aspect. Est-ce que ce sera possible d'intervenir si on a une contraction énergétique? Alors, c'est sûr que ce sera plus compliqué. Il y aura sûrement moins de personnes qui travailleront dans la recherche, plus de personnes dans le champ. Mais c'est une raison de plus pour actuellement investir massivement dedans. Et aussi, on peut se dire que même si on n'aura pas forcément tous les moyens, si la cause interventionniste ou si la considération pour la souffrance des animaux sauvages se développe de plus en plus, il y aura au moins cet état d'esprit en fond des gens, et les gens, on pourra toujours envisager certaines méthodes. Dans mon article, j'en explique quelques-unes. Voilà. Mmh. Et puis, on voit souvent quand même que ce qu'on appelle l'élargissement de la sphère morale, justement, le fait de considérer de plus en plus de choses différentes. Avant, on considérait un petit peu uniquement notre tribu. Après, on considérait peut-être un village, peut-être après une nation. Après, on a intégré d'autres populations, d'autres ethnies. On a intégré plus les femmes. On voit que finalement, cette sphère de considération morale a l'air de grandir de plus en plus au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, et ça se fait, en tout cas on a l'impression, il y a de bonnes chances de penser que ça se fait grâce à l'énergie, que par exemple on a arrêté, beaucoup de gens en tout cas disent, c'est par exemple la thèse de Jean-Marc Jancovici, qu'on a arrêté l'esclavage parce que finalement les esclaves n'étaient plus rentables. À l'avoir par exemple une machine qui ferait la même chose qu'un esclave serait beaucoup plus rentable, coûterait beaucoup moins cher que le fait d'avoir des esclaves qui se rebellent. Donc on doit mettre des moyens pour pas qu'ils se rebellent, on doit quand même leur donner à manger, etc.
Donc et puis une fois qu'on a passé ça finalement, on a pu se dire ah bah tiens, vu que c'est plus des esclaves, est-ce qu'on peut pas les prendre un peu en considération morale à quelque part? Et donc est-ce que ça crée pas donc aujourd'hui on voit que justement dans cette abondance énergétique, on considère de plus en plus les animaux. Est-ce que toi, c'est une crainte que tu pourrais avoir que si on entre à nouveau justement dans une contraction énergétique, cette sphère morale finalement se réduise, peut-être pour les animaux ou même pour certaines autres catégories d'êtres humains? Ah bah totalement, c'est une crainte que j'ai. Je ne sais pas si c'est pas parce que la sphère s'est élargie avec l'abondance énergétique qu'elle se réduira avec la contraction énergétique. Peut-être que ça persistera, mais forcément c'est une crainte que j'ai. Et pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose à part assister. Mais c'est encore une fois une raison de plus pour divulguer, pour disperser au maximum cette cause de nos jours. Et aussi, on pourra toujours envisager des moyens moins coûteux de faire des interventions à l'avenir. Par exemple, peut-être qu'on aura développé des méthodes pour créer des médicaments moins coûteuses et qui permettront toujours de soigner les animaux sauvages et donc d'avoir aussi une certaine considération envers eux, malgré cette contraction énergétique. Et ça, en fait, simplement se préparer à ce qu'on pourra faire à l'avenir, se préparer à un monde potentiellement plus sobre, c'est aussi un sujet de recherche qu'on peut avoir actuellement. Mmh. Oui, et après, je pense que sur du long terme, il faut espérer que nous aurons plus d'énergie de par d'autres formes d'énergie qui permettront peut-être de compenser ça, les renouvelables en partie, peut-être de la fusion nucléaire sur du beaucoup plus long terme pour le coup, peut-être dans quelques décennies ou même des choses beaucoup plus grandes qui pour le coup nous permettraient de faire des interventions pour les animaux, mais aussi finalement pour les humains, les aider de façon beaucoup plus grande. Donc c'est vrai que sur du long terme, on pourra se dire que peut-être qu'on arrivera à développer d'autres formes d'énergie qui nous permettront d'aller plus loin. Et pour l'instant, ça semble quand même important d'allouer une bonne partie de l'énergie qu'on a actuellement pour faire ça, parce que c'est c'est quelque chose de vraiment immense, quoi. C'est un chantier extrêmement grand et dans lequel on a finalement très peu investi encore actuellement. C'est sûr. La vraie question que beaucoup de gens pourraient rétorquer du coup, c'est ouais, mais vous parlez d'animaux. Mais pourquoi les animaux? C'est pourquoi pas préserver les arbres? Pourquoi pas préserver les écosystèmes justement, les espèces? Qu'est-ce qui fait que un animal devrait être plus pris en considération? Et est-ce que c'est tous les animaux qui devraient être pris en considération? Ça, c'est une très bonne question, mais c'est une question d'éthique en général. Il y a une différence fondamentale, alors peut-être pas avec tous les animaux. Je vais introduire le concept d'être sentient. Un être sentient, c'est un être qui a une expérience subjective de la vie. Et ce qui se passe, c'est que faut s'imaginer que s'il n'y avait pas d'être sentient, le monde serait tout à fait noir. Il n'y aurait pas du tout de couleur, de perception, de tout ça. Quand on parle de perception chez des arbres, par exemple, en fait, on devrait plutôt dire des réactions envers leur milieu, mais on ne sait pas si au fond ils ont des expériences subjectives de la couleur ou des sons, ou même des expériences agréables ou désagréables. Donc, il faut s'imaginer qu'en fait, la biodiversité, c'est quelque chose d'assez inerte en soi. Et ce qui est assez nouveau avec les êtres sentients, c'est qu'ils peuvent être affectés en bien ou en mal de ce qui leur arrive. Donc, c'est une raison. Je dis pas que c'est une démonstration que seuls les êtres sentients comptent. En tout cas, il y a quand même quelque chose de particulier avec les êtres sentients qu'on ne retrouve pas chez la biodiversité, chez le vivant en général. Et les êtres sentients, en effet, à l'heure actuelle, on ne connaît que des animaux comme des êtres sentients. Je disais les vertébrés, probablement des invertébrés comme des poulpes, comme des crustacés, pas tous les crustacés, mais au moins les plus gros, et des insectes, et peut-être qu'on découvrira beaucoup de choses après. En fait, quelque chose qui vient me sortir à l'esprit, quand on parle du vivant, généralement on parle du vivant biologique, mais en fait, les êtres sentients, c'est une autre forme de vivant, finalement, c'est du vivant subjectif. Ce qui se passe, c'est que ce sont les seuls êtres qui ont la capacité d'explorer cette dimension subjective qu'on appelle la conscience phénoménale ou la sentience. Et c'est ça aussi qui est fondamental avec eux. Donc finalement, on peut dire que en me concentrant sur les êtres sentients, je me focalise sur la vie, mais sur un autre aspect de la vie.
Et ça, je pense que ça s'oppose, disons, à quelque part à une vision plus qu'on pourrait dire écocentrée ou biocentrée, mais souvent plus écocentrée que biocentrée finalement de la nature, où l'idée serait justement, souvent on entend le fait de préserver les écosystèmes ou ce genre de choses. Est-ce que parfois il peut y avoir justement des comment dire des moments où, à quelque part, c'est intervenir pour aider ces êtres sentients pourrait être, par exemple, défavorable aux écosystèmes. Est-ce que on peut très bien dire les écosystèmes comptent et les êtres sentients aussi, ou bien est-ce que parfois ça rentre un peu en contradiction? Ça, c'est le genre de débat qu'on aura sûrement à l'avenir. Enfin, on aura très certainement ce débat entre les interventionnistes et peut-être certains écologistes classiques, mais c'est un peu le genre de question que je posais tout à l'heure, c'est s'il y a une maison en feu, est-ce qu'on va privilégier les habitants, ou est-ce qu'on va privilégier certains aspects esthétiques de la maison, comme la stabilité globale de l'écosystème. C'est le genre d'expérience de pensée qu'on peut faire avancer. Moi, je suis beaucoup plus centriste, évidemment, que biocentriste ou écocentrique. Et puis, j'ai déjà donné quelques réponses. Mais puis, après, si la question c'est est-ce que ça rentrera en contradiction, encore une fois, ça dépendra sûrement des interventions. Il n'est pas assuré que toutes les interventions diminuent la biodiversité ou qu'elles diminuent la quantité de vie. Ce qui est sûr, c'est qu'elles diminueront la naturalité. Mais encore une fois, d'ailleurs, on pourrait même donner une valeur intrinsèque limite à cette relation qu'on crée entre les êtres, entre les humains et les animaux sauvages, qui n'a jamais été vue jusque-là dans l'échelle du vivant. On pourrait valoriser le fait qu'une espèce, pour une fois, prenne en considération tout ce qui l'entoure. Et puis, justement, t'as fait une très belle réponse, je trouve, à l'écocentrisme. À quelque part, l'écosystème, c'est un peu la maison. Donc, est-ce qu'il faut prendre de la maison ou les gens qu'il y a à l'intérieur? Et par rapport donc l'écocentrisme qui serait la valorisation des écosystèmes en tant que tel. Et peut-être, du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui serait plus biocentriste, qui dirait finalement le critère important, c'est pas la sentience, mais c'est plus la vie. Parce qu'à quelque part, ok, peut-être que certains êtres vivants sont capables de ressentir des choses et d'autres non, mais par exemple, une plante n'a pas intérêt à être coupée et elle va d'ailleurs mettre en place tout un tas de processus pour ne pas l'être, ou bien elle n'a pas intérêt à être cachée du soleil et elle va essayer de se bouger très lentement, beaucoup plus lentement que des animaux, mais elle va essayer de trouver la lumière comme elle peut. Donc finalement, elle a aussi un intérêt puisqu'elle fait des choses pour se préserver à quelque part. En fait, je lui répondrais peut-être que cet intérêt, ce n'est pas vraiment un, ou plutôt que la plante cherche pas dans le sens où elle n'a pas une volonté de le faire. C'est plutôt un tas de réactions biochimiques qui font qu'elle va tendre à rester vers la lumière. Par exemple, il va y avoir de l'oxyne qui va passer, mais il n'y a pas dans son esprit une volonté de le faire. Et finalement, si elle le fait pas, elle s'en fout totalement. C'est ça que je pourrais dire. Et puis c'est déjà pas mal. Magnifique. Et puis du coup, il y a peut-être une question qui se pose à travers ça, c'est finalement, comment est-ce qu'on va juger qu'une intervention en tant que telle va être positive ou négative? Sur quels critères? Donc toi, tu as dit typiquement que c'était un petit peu utilitariste, donc diminuer les souffrances et augmenter les plaisirs. Est-ce que on est obligé d'être utilitariste, par exemple, pour être interventionniste, ou est-ce qu'il y a d'autres formes de morale, par exemple, qui pourraient quand même être interventionniste? Et puis aussi, peut-être, est-ce qu'on est obligé de croire que finalement la morale c'est quelque chose qui existe en dehors à quelque part des êtres humains? Se dire de toute façon le bien et le mal existent en dehors de toute considération humaine pour intervenir, ou est-ce qu'on peut intervenir malgré tout en disant peut-être que la morale finalement c'est quelque chose qui a été construit par les humains, mais ça vaut quand même la peine d'intervenir? Ok, je vais peut-être répondre à ces deuxièmes questions. S'il n'y a pas de morale objective, c'est-à-dire si on n'est pas un réaliste moral, ou plutôt si on n'est pas on pourrait dire si on n'est pas un réaliste ou un certain constructiviste, parce que certains constructivistes disent que la morale est créée par les humains, mais il y a toujours il y a toujours un sens à parler de morale, il peut toujours avoir des énoncés moraux vrais ou faux.
Et dans ce cas, oui, ça fait il y a un sens à se dire qu'il y a quelque chose de bien ou de pas bien à intervenir. Mais si on considère qu'il n'y a pas de vrai bien ou de mal, bah certes, peut-être qu'il n'y a pas de devoir moral à intervenir, mais il n'y en a pas non plus à ne pas intervenir. C'est-à-dire que on pourra pas reprocher aux interventionnistes d'intervenir si on croit déjà qu'il n'y a pas de vrai moral. Et puis pour la première question, c'est tout à fait pertinent. On n'est pas obligé d'être, on pourrait dire, hédoniste, c'est-à-dire de se soucier des expériences de vie positives ou négatives pour être interventionniste. Par exemple, il y a Stijn Brouwer, S-T-I-G-N-B-R-U-E-R, il est néerlandais, et il défend les interventions sur la base de l'autonomie et des préférences des animaux, en disant qu'il y a beaucoup de situations dans la nature qu'ils n'aimeraient pas vivre, et en intervenant, alors peut-être qu'en intervenant, on réduirait leur indépendance, c'est-à-dire qu'ils seraient plus dépendants de nous, mais on augmenterait leur autonomie dans le sens où ils pourraient vivre une vie qu'ils préféreraient plus. Et c'est d'ailleurs cette distinction entre indépendance et autonomie qui est pas forcément faite et qui a amené certains auteurs comme Martin Baluch à dire que les interventions vont diminuer l'autonomie. En fait, non, elles vont juste diminuer l'indépendance, mais elles peuvent tout à fait être en corrélation avec ce que veulent vraiment les animaux, et elles ne sont pas nécessairement paternalistes dans ce sens-là. Et d'ailleurs, Martin Baluch disait un truc très marrant, il s'opposait au fait de nourrir les oiseaux l'hiver parce que ça réduisait leur indépendance. Sauf que là, on voit très bien, si les oiseaux se nourrissaient, c'est forcément qu'ils voulaient se nourrir. Donc on voyait bien qu'ils se mordaient un petit peu la queue. Aussi, on peut la défendre sur la base du bien-être ou de la souffrance. On peut le défendre sur la base des préférences des animaux. On peut aussi la défendre sur la base de la vie, en se disant que il y a beaucoup trop de morts de la nature et ce serait bien que les animaux puissent mener une vie plus longue, par exemple. On peut la baser sur pas mal de critères. On pourrait même, à la limite, envisager des interventions qui seraient pas basées sur les intérêts des animaux, mais aussi dans les intérêts du vivant dans le sens biocentriste, parce qu'on pourrait envisager que la productivité du vivant n'est pas optimale. Par exemple, la chlorophylle, c'est que 1%, ça restitue que 1% de l'énergie du soleil, alors qu'il y a certaines créations humaines qui peuvent en restituer 20%. Donc il y en a qui pourraient envisager d'intervenir pour améliorer le vivant sans forcément se soucier des individus, mais j'ai pas du tout creusé ce jet-là, donc je vais pas en dire plus. Oui, puis sur l'aspect réalisme moral, le fait que le bien et le mal existent en dehors des constructions humaines, ou bien en tout cas que on peut avoir un bien et un mal objectif. C'est assez rigolo à quelque part, je sais pas si on peut dire ça, mais de dire ça, parce que concrètement dans notre vie de tous les jours, on agit comme si il y avait vraiment des choses bien et des choses mal. Par exemple, quelqu'un qui va aller tuer quelqu'un d'autre dans la rue avec un couteau, on va pas dire oui, mais vous savez, le bien et le mal, c'est subjectif. Ben non, on va prendre la personne, on va la mettre en prison. Donc faut que les gens soient cohérents avec eux-mêmes. C'est ça. Donc si vous allez pas tuer des gens avec des couteaux parce que vous aimez bien tuer des gens avec des couteaux à longueur de journée, bah il y a pas de raison non plus de ne pas intervenir pour les animaux. Enfin quelque part c'est ce relativisme qui dirait bah tout se vaut finalement, peu importe les actions que je fais et tout, quasiment personne n'agit. Enfin c'est une vision un peu caricaturale même, je trouve, du relativisme. Peu de gens défendent vraiment que tout se vaut, quoi. Et puis finalement du coup on a conclu que la nature était le processus darwinien, en tout cas la sélection des espèces et des individus, était quelque chose finalement d'assez aveugle. Que il n'y avait pas la nature ne cherche pas justement à maximiser des choses selon telle ou telle morale. Non, elle le fait selon des critères qui n'ont aucun rapport finalement avec la morale, qui peuvent aboutir à des choses bien, des choses mal, mais elle ne s'en soucie pas. Et donc, on peut se dire que l'interventionnisme, à quelque part, c'est comme si les humains, qui comme ça, hop, arrivent et se disent, bah tiens, moi j'ai une petite morale perso, je trouve ça cool, par exemple, je suis utilitariste, et puis hop, je vais venir imposer ma morale à la nature. Donc, est-ce que ça c'est justifié? Est-ce qu'on a le droit comme ça, en tant qu'humain? Est-ce que c'est pas ultra anthropocentrique pour le coup? De se dire, ben tiens, c'est ma morale en tant qu'humain supérieur à tous les autres, j'ai raison, c'est ma morale qui vaut plus, donc je vais l'imposer à tous les autres, comme si on se prenait un peu pour Dieu. Ça, c'est une très bonne question, et c'est surtout,
Je trouve que c'est une mauvaise question en fait, mais c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Alors déjà, faut savoir que si on trouve que c'est pas légitime d'imposer sa morale, on est déjà en train de faire sa morale. C'est comme les gens qui disent ne impose pas ta morale, bah c'est super, c'est ce que tu viens de faire. Donc déjà, les gens qui pensent qu'on n'a pas à intervenir, que c'est anthropocentriste, bah elles sont déjà en train de faire une morale selon laquelle l'anthropocentrisme c'est pas bien. Et d'ailleurs, s'ils veulent vraiment pas être anthropocentristes, je leur dirais, bah souciez-vous un peu de ce qui se passe au dehors. Et aussi, il y a quelque chose de particulier, c'est que quand on se soucie des animaux sauvages, ben en fait, c'est une morale qui est aussi très ancrée dans le réel. C'est-à-dire qu'on va être mal à l'aise face à des animaux qui souffrent réellement. C'est-à-dire, on va avoir cette empathie. Et en fait, l'empathie, c'est une forme d'institution morale qui peut être très vraie dans le sens où ce qu'on pense, c'est-à-dire nos impressions, typiquement la souffrance qu'on va avoir en regardant un animal souffrir, ben correspond aussi à la réalité. Donc en fait, c'est pas juste une construction de toute pièce, ça prend ancrage dans le réel, cette morale de l'intervention. Ouais, parce que les animaux ont intérêt à certaines choses. Donc on leur impose pas nos intérêts à nous. C'est eux qui ont intérêt à avoir certaines choses. Et d'ailleurs, j'ajouterais que les gens qui disent qu'il faut préserver la nature, ben, ils sont aussi en train d'imposer leur morale. C'est-à-dire que la nature n'a jamais dit préservez-moi. Il n'y a pas de règle morale qui dit ça. Donc forcément, quand on dit que les écosystèmes c'est bien ou que l'ordre naturel c'est bien, ben, on est déjà en train d'imposer notre morale. Quoi qu'on fasse, en fait, on impose la morale, à moins bien sûr qu'on soit anti-réaliste moral. Donc faut être cohérent. Et puis, justement, dans cette idée de se prendre pour Dieu, est-ce que l'interventionnisme, c'est quelque chose qui est anti-religion ? Dans le sens, je sais pas, par exemple, pour prendre la religion chrétienne, voilà, on nous dit, vous pouvez dominer la nature, dominer les animaux, tout ça, c'est des trucs qui ont été faits pour l'humain, etc. Après, on peut relire les textes de façon probablement différente à les interpréter un petit peu de la manière dont on veut. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction fondamentale entre l'interventionnisme et les différentes religions ? Pas trop. Parce que, par exemple, je vais peut-être te donner en lien un article qui est paru il y a quelques années, et c'est un catholique qui défendait, il était prêt à défendre l'interventionnisme, c'est-à-dire, il disait les chrétiens doivent apporter une charité envers tous les êtres vivants, en tout cas, je sais pas si dans vivants il incluait les animaux ou tout le reste. Il disait qu'il faut se soucier de la miséricorde qui se passe sur eux dans la nature. Donc c'est pas du tout anti-interventionniste, on pourrait c'est pas du tout anti-religieux l'interventionnisme, c'est compatible avec plusieurs. Évidemment, ensuite, je connais pas assez bien les textes sacrés pour savoir si c'est compatible, mais je sais que souvent quand les religieux eux-mêmes changent de morale, ils ont tendance à réinterpréter les lignes. Donc, je pense qu'on pourrait toujours réinterpréter les lignes de sorte que ça puisse coller et que le vrai projet des humains, c'était en fait de transformer la nature. D'ailleurs, il y a dans la Bible cette histoire du loup qui se couche avec l'agneau, des trucs comme ça, qui c'est une sorte d'interventionnisme anti-prédation, mais très radical. Donc, je sais pas. Ouais, c'est ça que je trouve très intéressant finalement dans les religions, c'est qu'il y a un aspect dogmatique où il y a un certain nombre de préceptes et d'idées auxquelles on ne peut pas toucher, sinon on n'appartient pas à cette religion. Mais il y a aussi malgré tout sur certaines autres idées une flexibilité. Et typiquement, je pense que c'est ce qu'on a pu voir avec, par exemple, tout le phénomène LGBT, etc., où au début, les religieux étaient fondamentalement contre, et finalement, peut-être en relisant différemment certains textes, ou en les adaptant à leur époque, même si je pense que eux ne le voient pas comme ça, mais à quelque part, oui, justement, en se disant finalement est-ce qu'on peut pas voir les choses différemment, interpréter les textes différemment pour que d'autres humains, animaux, etc. qu'on ne comptait pas avant dans notre sphère puissent être considérés justement en relisant un petit peu certaines choses, quoi. Donc finalement il y a quand même, malgré le dogmatisme de certaines idées de base, de certaines choses de base, par exemple dans le christianisme, voilà, Jésus-Christ existe, il a fait telle ou telle chose, c'est des choses qu'on ne pourra pas remettre en question à moins de ne pas être justement dans le christianisme. Mais il y a tout un tas de choses qu'on peut aussi modifier en fonction de
de la lecture ou non de certains textes d'une manière ou d'une autre, quoi. Oui, c'est sûr. Je me fais pas trop de soucis sur ces aspects-là. Le grand aspect qui rentrera en confrontation avec des religieux, ce serait l'idée que Dieu a créé une nature parfaite. Et en effet, on voit que s'il avait créé parfaite, il aurait pas mis plein de trucs qu'il y a dedans. Mhm. Mais ça, finalement, déjà, ce que l'humain fait, à quelque part, c'est déjà un peu s'extraire de la nature. Donc, si la nature était parfaite, on n'aurait pas inventé justement la médecine, par exemple. Donc, à quelque part, on va déjà un peu à l'encontre de ce On n'aurait pas inventé l'humain. C'est ça. Exactement. Et puis, du coup, une question qui pourrait venir avec tout ça, c'est... ouais, mais est-ce que on doit tout mettre au même niveau? Est-ce que quand même les humains ne valent pas un peu plus que les animaux? Est-ce que même il n'y a pas certains animaux qui valent plus que d'autres? Je sais pas, par exemple, on pourrait se dire que un singe vaut plus qu'un poisson, par exemple. Est-ce que ça, tu penses que ça pourrait être pertinent ou pas? En fait, on peut trouver ça pertinent sans être anthropocentriste en disant par exemple un singe aura peut-être une vie plus longue ou plus riche qu'un poisson. Bon, encore ça peut se discuter. On a souvent sous-estimé les poissons. Mais ce qu'il faut prendre en compte, je dirais, c'est aussi un aspect quantitatif. C'est-à-dire que c'est même en supposant qu'un humain soit plus important que un singe ou qu'un singe soit plus important qu'un poisson, il faut aussi considérer que les populations de poissons sont beaucoup plus importantes et que si vous arriviez sur Terre, vous auriez beaucoup plus de chances d'être un poisson qu'un singe ou un humain. Donc, je dirais, il faut essayer de prendre en compte le plus possible cet aspect quantitatif. Alors, c'est vrai que ça peut faire très utilitariste dit comme ça, mais il faut se rendre compte aussi qu'on aurait pu être n'importe lequel de ces autres animaux. Enfin, ça fait peut-être très réincarnation ce que je dis, mais il faut essayer de se projeter comme ça, d'avoir un regard plus global. Oui, parce que quelque chose qui est souvent reproché justement aux antispécistes, ça serait d'avoir une vision égalitaire, tous les animaux, tous les sentients se valent, et puis finalement, si je tue ta grand-mère ou une truite, c'est équivalent, alors que on peut, je pense, en gardant uniquement par exemple le critère de la sentience, se dire il y a peut-être des animaux qui sont plus sentients que d'autres, ou bien peut-être des animaux qui ont une sentience différente des autres. Et peut-être aussi, pourquoi pas, se dire que d'autres critères sont importants à prendre en compte au-delà de la sentience. Après, ça, c'est des choses qui font beaucoup débat, mais peu importe à quelque part, j'ai envie de dire quasiment peu importe les critères qu'on va prendre, intervenir pour aider les animaux sauvages sera quasiment systématiquement positif, quoi. Oui, enfin, disons que c'est une question intéressante de savoir quelle est la valeur d'une vie comparée à une autre, mais ça ne remet pas en cause fondamentalement l'interventionnisme. Ouais, exactement. Et puis, c'est très intéressant ce que tu disais par rapport justement au fait de pouvoir amener comme ça des sortes d'embryons de vie sur d'autres planètes, etc. Est-ce que si on se dit voilà, il faut par exemple justement dans ta logique typiquement utilitariste, par exemple maximiser le bien-être, est-ce qu'on pourrait se dire est-ce qu'on aurait une sorte comme ça d'impératif cosmique, par exemple à amener la sentience dans l'univers sur d'autres planètes et à permettre que la sentience se développe sur plein, finalement faire grandir de façon énorme le nombre de sentiences potentielles et d'êtres potentiels. Avant de vouloir maximiser le nombre d'êtres sentients, faudrait s'assurer déjà que ça vaut la peine de les maximiser. C'est-à-dire que si on crée beaucoup de vies, que finalement ces vies c'est juste par exemple vivre 2 jours et puis ensuite mourir de faim pendant un jour, enfin ça peut se discuter. Je pense que on risque peut-être plus. Je pense que les projets de colonisation spatiale devraient davantage intégrer ces problèmes de la souffrance des animaux sauvages avant de vouloir chercher à les développer, parce que je vois aussi ça comme un risque, comme il y a beaucoup d'élevages, comme les élevages d'insectes, en fait, on essaye de les développer au maximum avant de se demander si les insectes pourraient pas en pâtir. Donc je pense que la priorité, c'est pas de maximiser le nombre de vies
qu'on disperserait partout, mais de s'assurer que ce seront des vies qui en vaudront la peine, que ce soit sur le critère du bien-être ou même sur des critères comme l'autonomie, sur d'autres critères, tout ça. Et donc d'intégrer cette réflexion de la souffrance des animaux sauvages parce qu'on sera en train de créer des vies sauvages. Ouais. Finalement, améliorer d'abord la qualité de la vie et puis après peut-être réfléchir à augmenter sa quantité. Et justement, finalement, l'interventionnisme, on pourrait voir ça comme une sous-branche finalement de l'animalisme. Donc l'animalisme qui serait un peu cette philosophie morale qui dirait qu'il faut justement prendre en considération les autres animaux et pas uniquement les humains. Quel pourcentage, tu dirais, de ce que tu peux observer dans le mouvement animaliste, etc., sont interventionnistes? Est-ce que c'est quelque chose qui fait beaucoup de débats, des animalistes qui s'opposent fondamentalement à ça, ou bien est-ce que au contraire, tu vois plutôt que c'est quelque chose d'assez bien accepté? Alors ça fait toujours beaucoup de débats, ça je le sais. J'ai participé parfois à des débats qui étaient assez malaisants autour de ça, enfin malaisants dans le sens où on sentait que tout le monde était un petit peu gêné de parler. Donc ça ferait toujours débat, mais j'avoue que même si je connais pas mal d'animalistes, je ne saurais pas évaluer le pourcentage parce que je leur parle pas toujours de ce sujet-là en premier. Enfin, j'ai pas tendance à aborder des discussions comme ça, donc je ne sais pas. Je dirais au moins une moitié plutôt favorable, mais en fait, c'est toujours en continuum, c'est-à-dire personne n'est totalement anti-interventionniste, c'est-à-dire que tout le monde va accepter, par exemple, de mettre des nichoirs ou de mettre des points d'eau pour les animaux, mais ça veut pas dire qu'ils vont forcément accepter toutes les interventions qui ont déjà été suggérées jusqu'alors. Donc en fait, c'est toujours un certain continuum, et c'est à voir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a de plus en plus d'interventionnistes, si on peut dire. En tout cas, des gens de plus en plus d'interventionnistes parce que tout simplement ce sujet commence à se propager. Au début, il était surtout centré sur la prédation et donc tout de suite, il y a les gens une forte réactance parce qu'en fait, la prédation, ça fait toujours déjà, on voit ça comme quelque chose d'assez sacré et surtout, ça fait intervenir déjà un conflit entre les prédateurs et les proies. Et déjà, rien que résoudre ce conflit, c'est un dilemme moral. Mais en plus, si on prend en compte le reste de l'écosystème, c'est plus compliqué. Je pense que comme on a abordé des sujets moins liés à la prédation, ça fait que ça commence à se démocratiser un peu plus. Et surtout, ce qui est bien, c'est que il y a de plus en plus de recherche qui va être faite là-dessus. Et c'est là où il faut avancer. Oui, finalement, on pourrait voir l'interventionnisme un peu comme un spectre avec des interventions plus ou moins importantes à quelque part. Et souvent, d'ailleurs, les interventions les plus importantes qui sont souvent mises à l'encontre finalement des interventionnistes, comme vous voulez empêcher les lions de manger les gazelles, vous voulez rendre les lions véganes ou j'en sais rien, ce genre de choses, finalement représentent une partie une très petite partie de l'interventionnisme. Et puis, on peut très bien finalement être interventionniste sans forcément souscrire à ce genre de choses. On peut très bien accepter certaines parties de l'interventionnisme sans dire qu'il faut empêcher les lions de manger les gazelles, par exemple. En fait, je pense que de plus en plus, quand le débat avancera et que nos connaissances progresseront, ce sera pas un débat sur interventionnisme vs anti-interventionnisme, mais plutôt est-ce que telle intervention est bonne ou pas, est-ce que telle autre est bonne ou pas. Je pense que ce sera de plus en plus dispersé vers des sujets très pointus. Tout à fait. Et finalement, en tout cas, moi, personnellement, j'ai tendance à voir les personnes qui pourraient se dire antispécistes, mais anti-interventionnistes, finalement assez incohérents, parce que, à quelque part, l'humain, justement, s'extrait souvent de la nature, de ce qui devrait se faire naturellement, une sorte de destinée comme ça. On en sort, on fait de la médecine, on fait des villes, on fait des maisons, on fait des vaccins, on fait plein de choses qui sont pas considérées comme naturelles. Et donc, quelque part, qu'est-ce qui justifierait que seul l'humain aurait ce privilège-là d'avoir une vie meilleure par rapport aux autres animaux? Lui, il aurait le droit de sortir de cette condition naturelle aliénante, mais pas les autres animaux. Donc, comme s'il y aurait un propre de l'humain qui justifierait que l'humain puisse le faire, mais pas les autres animaux. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu une contradiction à ce moment-là. Alors je pense qu'en fait la plupart des antispécistes qui se disent anti-interventionnistes, c'est plutôt parce qu'ils mettent plus en avant ce qu'on fait aux animaux plutôt que ce que les animaux reçoivent. En fait, c'est-à-dire que leur but ce sera pas tellement de diminuer les préjudices subis par les animaux, mais plutôt de diminuer les préjudices que les humains leur infligent directement.
Donc souvent, ils vont plus se centrer sur les animaux qu'on affecte directement plutôt que sur l'idée de les sauver ou d'améliorer leur situation. Mais après, c'est sûr qu'il y a une certaine incohérence parce que rien que militer pour les animaux, c'est les sauver. Donc on fait quelque chose au nom des animaux. Les animaux nous ont jamais demandé, même de la société humaine, à nous de les sauver, d'améliorer leur situation. Pourtant, c'est bien ce qu'on fait. Donc finalement, on pourrait se dire que on est un animaliste qui est entouré d'une société humaine et on va essayer d'influencer dessus. Et la société humaine est entourée de tout l'écosystème naturel et on va essayer d'influencer dessus. Et puis finalement, on voit que chez les humains, c'est pareil. Il y a très peu de personnes qui vont dire il faut protéger les humains uniquement des interventions d'autres humains. Par exemple, il faut protéger les personnes justement de ne pas se faire poignarder dans la rue ou comme ça. Mais par contre, des choses qui seraient plus naturelles, qui seraient pas forcément dues à des actions humaines, comme des maladies ou ce genre de choses, là, il faudrait pas intervenir parce que c'est pas un humain qui lui cause du tort. Donc est-ce qu'il y a une raison de mettre cette morale-là sur les animaux? Pas forcément. Pourquoi ce serait juste ce que les humains leur font et pas finalement ce que le cours de la vie aussi leur fait finalement, puisqu'on applique justement cette morale aux humains. Si on a envie, pourquoi qu'est-ce qui justifierait d'appliquer cette morale uniquement aux humains et pas aux autres? Ben, je ne sais pas. Mais je pense que aussi beaucoup de gens qui se disent anti-interventionnistes vient justement du fait que les premières choses peuvent provoquer un peu de réactance quoi quelque part où on va dire mais vous vous rendez compte, on va modifier la nature, ça va être horrible, on se prend pour Dieu, etc. Oui. Des choses très puissantes comme ça, et c'est un peu la loi de Brandolini où finalement quelqu'un va dire quelque chose et après il faut tout un discours pour expliquer pourquoi la personne a tort, pourquoi on peut voir les choses différemment, et donc je pense que beaucoup peuvent ne pas être interventionnistes à cause de ça. En fait, disons que je pense que l'état affectif, de façon générale, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré, l'état affectif dans lequel on est, ça influe énormément sur nos perceptions. En fait, c'est peut-être même le moteur principal, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont être braqués contre l'interventionnisme parce qu'ils ont écouté une conférence qui leur a pas plu ou parce que cette idée leur paraissait très bizarre, et donc forcément, ça va forger directement leur opinion. Peu importe s'ils ont des arguments ou pas, ils peuvent en avoir, ils peuvent ne pas en avoir. Mais ce que je dirais, c'est que est-ce que on devrait plutôt se sentir mal à l'idée qu'il y ait de la souffrance de la nature plutôt qu'à l'idée qu'il y en ait moins. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu serais d'accord de passer aux questions de fin, ou est-ce que tu aimerais ajouter peut-être un dernier mot sur tous ces sujets liés à l'interventionnisme? Un petit rajout, si vous voulez contribuer très très concrètement à l'aventure interventionniste, en tout cas à la recherche autour de ce sujet, peut-être qu'on vous mettra des liens comme Wild Animal Initiative ou Animal Ethics. Si vous voulez, vous pourrez faire un don, ça permettra de faire avancer la réflexion, et surtout que ça peut avoir des influences sur d'autres sujets. Même si vous n'êtes pas particulièrement interventionniste, il y a des sujets de recherche comme est-ce que les invertébrés souffrent, des choses comme ça qui de toute façon vous intéresseront et qui sont absolument fondamentales, peu importe ce que vous pensez de ce sujet. Tout à fait, on mettra toutes ces ressources en description. Et du coup, pour sortir un petit peu du cadre de l'interventionnisme et prendre un cadre plus global sur vraiment la société dans son ensemble et même le monde finalement dans son ensemble, quand tu t'imagines le futur, est-ce que tu vois quelque chose de plutôt positif ou quelque chose de plutôt négatif? Est-ce que tu as tendance à être du côté des optimistes ou des pessimistes? Je crois que je suis plutôt un optimiste modéré. C'est-à-dire que, en fait, le sujet principal que je promeuse, l'indice principal que j'aurais pour évaluer si l'avenir va bien, ce serait est-ce que la plupart des habitants de cette planète vont bien, c'est-à-dire est-ce que ça va bien se passer pour les animaux sauvages. Et je me dis que il y a beaucoup de choses à faire, on a encore beaucoup de choses à étudier et beaucoup de choses potentiellement à améliorer. Il y a peut-être des idées d'intervention qu'on n'a pas eues encore et qu'on pourra avoir à l'avenir. Donc, je suis plutôt optimiste sur ce point-là, mais après, de façon modérée, parce que je suis pas convaincu à 100% non plus, ni même à 80% que cette cause ou que la considération pour les animaux va s'étendre tant que ça. Rien que le problème de la pénurie énergétique, c'est quelque chose qui est à craindre. Donc voilà, optimisme modéré. Et puis, est-ce que tu fais peut-être une distinction, disons, entre de l'avenir à plus court terme et de l'avenir à plus long terme? Est-ce que tu as une différence de probabilité d'optimisme quelque part entre le court terme et le long terme?
Alors le court terme, je dirais, c'est là où je suis plus optimiste modéré. Pour le très long terme, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi. On veut dire pareil, mais bon, voilà. Cette impression n'a pas eu une énorme, je dirais peut-être 60% d'optimisme, mais Mhm. ce chiffre n'a pas une énorme valeur. Et puis, du coup, la deuxième question de fin, si je te forcerais à quelque part à être une sorte d'optimiste radical, où je te dirais, maintenant, t'es une sorte de dieu, comme ça, t'as les clés de la Terre, et tu peux en faire ce que tu veux, tu peux créer le monde parfait, la société parfaite, la structure politique, démocratique, tout ce que tu veux, qui te conviendrait le mieux. À quoi ça ressemblerait concrètement? Quelle pourrait donner ton utopie? Hmm. Bah tiens, peut-être pour te donner mon utopie, je pourrais te donner ma dystopie, parce que ça permettrait de faire un relief. La dystopie que je verrais, ce serait un monde où 99% des animaux seraient laissés pour compte, où on aurait peut-être pour la première fois depuis des centaines de millions d'années une espèce qui pourrait vraiment changer les choses, qui a réalisé des prouesses de technologie, de médecine, de découverte, de science, qui a même de l'empathie pour ce qui est autre que lui, et qui s'en arrêterait là, qui repartirait sur Terre sans avoir rien fait. Je pense qu'on a vraiment tout en main actuellement pour faire de grandes choses pour les animaux sauvages, qu'on n'a jamais été aussi bien paré dans l'histoire de la vie pour vraiment influencer ces trajectoires de l'évolution dans un sens plus positif et faire que les animaux soient plus épanouis que quand ils sortent de la nature et ils soient pas enfin que quand ils sortent dans la forêt ou dans les eaux ils soient pas traqués, ils aient le moins de maladies possible, ils soient pas trop affamés, ils soient pas trop déshydratés. Et tiens, est-ce que ça te dirait que je lise un extrait de mon article qui parlait mettait une petite vision qu'on aurait dans un siècle d'une utopie? Avec grand plaisir, ouais, c'est clair. Ok, tiens, je vais le lire. Alors, faut s'imaginer, c'est dans un siècle, et là j'ai essayé d'imaginer un scénario où où on aurait une crise énergétique et pourtant où on arriverait à s'en sortir. Imaginons, en 2121, les sociétés humaines n'utilisent plus qu'un cinquième de l'énergie qu'elles exploitaient au siècle précédent, nommé ainsi le siècle florissant. Ce n'est pas tant un retour en arrière qu'un retour aux moyens anciens, agrémenté de quelques héritages de cette époque prospère. Les humains ont abandonné leur rêve de colonisation spatiale, la majorité vivent de l'agriculture. Sous une apparence archaïque, les mœurs de ce monde ont profondément évolué. Souffrance des animaux sauvages est passée dans le langage courant. On trouve normal d'aider un animal en détresse au sein des sociétés humaines comme en dehors, à petite comme à grande échelle. Les gouvernements, anarchie, royauté, république consacrent à cette cause un budget non négligeable et comptent tous un ministère ou un comité spécialisé dans ce domaine. Les instances religieuses recommandent une charité à la hauteur du problème, n'hésitant pas à le qualifier de plus grand mal sur Terre. Les habitants ont l'habitude de déposer des graines devant leur maison chaque jour d'hiver pour éviter que les oiseaux meurent de faim. L'hiver n'est plus un royaume de rareté. Quand les récoltes ont été bonnes, une partie est redistribuée aux non-humains. Des artisans ont conçu des fontaines, bassins d'un genre nouveau, au-dessus des sources naturelles souterraines, qui permettent aux animaux sauvages de s'abreuver, et un filtre empêche les insectes de s'y noyer. Les médecins et vétérinaires savent soigner les animaux sauvages. Les chercheurs du passé leur ont fourni maintes recettes à base de plantes médicinales et des protocoles pour concevoir des vaccins à faible coût. Chaque année sont organisées des campagnes d'épandage de ces produits appelées cures générales. Sont versés au même moment dans les rivières et les étangs des contraceptifs artisanaux qui diminuent le nombre de larves de poissons et de grenouilles destinées aux trépas. Focalisons-nous sur l'une d'entre elles. La vie commence quand l'œuf, devenu trop petit, se perce et libère un petit tétard dans une petite mare. Ici, pas de grosses bestioles qui veulent sa mort. Il n'a pas des milliers de frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle il trouve encore des algues et des petites plantes aquatiques en abondance, dont il se délecte abondamment. Est-il outré ce tétard qu'un mammifère bipède pas très poilu lui ait permis de se délecter abondamment? Nullement. Cette crainte que l'humain interfère trop avec le reste du monde est bien humaine. Les humains ont appris depuis ce temps à mettre cette crainte au second plan, se concentrant d'abord sur celle qu'éprouvent, ou plutôt éprouvent, les animaux sauvages. Voilà mon utopie. Magnifique, c'est magnifique. J'ai jamais eu une réponse aussi incroyable que ça. Et du coup, peut-être justement, tu disais pour les gens qui voudraient aller plus loin, qui voudraient peut-être faire des dons ou ce genre de choses, est-ce que tu aurais comme ça, ou bien peut-être même en apprendre plus sur le sujet à travers des livres, peut-être des podcasts ou j'en sais rien. Est-ce que tu aurais comme ça des quelques ressources à recommander que je pourrais mettre en description? Il y a ma chaîne, il y a un serveur Discord que j'anime où je fais pas mal de choses, je pourrais te le mettre en lien. Il y a je sais qu'il y a
Il y a les sites Wild Animal Ethics non, j'ai confondu les deux. Wild Animal Initiative et Animal Ethics, qui sont pas mal, qui sont en anglais, mais qui sont aussi traduits en français, qui sont plutôt sur le côté recherche. Il y a quelques conférences qui ont déjà été faites dans le passé, mais qui introduisent à peu près comme je l'ai fait. Si j'ai d'autres idées, je te les donnerai après, parce que ça me vient pas tout de suite. Fantastique, je mettrai tout ça en description. Et finalement, pour finir, dernière question, si tu étais comme ça sur une grande scène avec un micro dans la main et que face à toi, tu avais l'humanité entière à qui tu pouvais passer un message en 2 minutes, qu'est-ce que tu leur dirais? Je crois que je leur dirais, vous n'êtes pas très grand, mais votre potentiel est immense. C'est-à-dire que les humains en soi ne pèsent pas grand-chose dans la vie sur Terre. Ils sont que quelques milliards d'individus au milieu de dizaines de milliards d'animaux, de milliers de milliards de poissons, d'insectes, tout ça. Et finalement, peut-être que leur importance en soi n'est pas énorme, mais ce qu'ils peuvent faire par leurs actes est très important. Ils peuvent sûrement servir une quantité d'individus beaucoup plus grande qu'eux. Ils peuvent améliorer la vie de milliers, de milliards d'autres animaux. Et c'est ça que je leur dirais, ça qui dénoterait un peu avec une idée qu'on a actuellement, qui est que les humains devraient surtout contribuer à leurs propres problèmes sans se préoccuper de ce qui se passe de derrière. Et sans intervenir sur ce qu'il y a autour. Je leur dirais, ouvrez-vous au monde. Vous n'êtes peut-être pas très grand, mais votre potentiel est immense. Fantastique. Merci beaucoup, Noé. Merci. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.